Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce quatrième webinaire des semaines Interpro. Aujourd'hui, le webinaire est dédié au dépistage de l'apnée du sommeil, donc on aura plusieurs intervenants qui pourront prendre la parole sur ce sujet. On va commencer très rapidement. Juste avant un petit point, voilà, si vous avez des questions pendant le webinaire, il faut surtout pas hésiter à les poser. Il y a un chat qui est là pour ça. Vous les posez dans le chat et puis on pourra y revenir à la fin du webinaire. On aura un petit temps pour les questions. Voilà, on va pouvoir débuter directement avec la première intervention donc de Anne-Sophie. Anne-Sophie, je te laisse partager ton écran et prendre la parole. Donc, bonjour à tous, je vais recommencer. Je me présente, je suis Anne-Sophie Adler, je suis orthophoniste et je suis membre de l'AIUF. Euh, c'est à moi de démarrer ce webinaire consacré au dépistage de l'apnée du sommeil. Donc, je vais quand même vous redonner quelques petits éléments de contexte, recouvrir et voir ensemble ce que c'est que l'apnée du sommeil, ses causes, ses conséquences et les signes évocateurs pour un meilleur dépistage. Donc, on va commencer par définir le sommeil. Donc, d'après l'INSERM, le sommeil correspond à une baisse de l'état de conscience qui sépare deux périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensorielle. Donc, en moyenne, on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, comment ça marche le sommeil? Donc, le sommeil correspond à une succession de 3 à 6 cycles d'1 à 2 heures, chacun composé de 4 phases qui sont séparées par un micro-réveil. La première phase, c'est la phase d'endormissement, donc c'est celle où on bâille, on se sent un petit peu engourdi. La deuxième phase, c'est celle du sommeil lent léger. Donc, on a une respiration et un rythme cardiaque qui sont ralentis. On constate un abaissement de la température corporelle et le cerveau reste réceptif aux stimuli extérieurs. Donc, c'est le moment où on peut encore être réveillé par un bruit à la télé ou quelque chose comme ça. La troisième phase correspond au sommeil lent profond. Donc là, dans cette phase-là, le cerveau ne perçoit plus rien, le rythme et la respiration et le rythme cardiaque sont très ralentis. Et la dernière phase correspond au sommeil qu'on dit paradoxal, c'est la phase des rêves. Donc, dans cette phase-là, on a des mouvements rapides des paupières qui sont relevés et une respiration et un rythme cardiaque qui sont irréguliers. Donc le sommeil, ça fluctue, enfin le rythme du sommeil, il fluctue au cours de la nuit. La phase de sommeil profond, elle est plus longue en début de nuit. Celles de sommeil léger et de sommeil paradoxal sont plus longues en fin de nuit. C'est pour ça que quand nos grands-mères disaient parfois que les nuits avant minuit comptaient double, c'est lié à cette structuration du sommeil, enfin ce rythme du sommeil qui varie. Euh, donc, la composition du sommeil, elle varie également en fonction de l'âge. Par exemple, il y a plus de sommeil profond quand on est en période de croissance, par exemple, voilà. Et la quantité de besoin de sommeil, elle est également variable au cours de la vie et elle est variable d'une personne à l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on sait qu'il y a des petits, des gros dormeurs, il y a des couches tôt, lève tôt, des couches tard, lève tard, etc. Les rôles du sommeil, à quoi ça sert, hein, tout ça. Donc, les fonctions du sommeil, elles sont encore pour partie inexpliquées, mais actuellement, on s'accorde sur deux fonctions principales qui seraient d'abord de favoriser l'encodage et la mémorisation et de participer au maintien du métabolisme énergétique cérébral. Le sommeil jouerait également un rôle dans la récupération physique et psychologique, et donc on voit que c'est un rôle majeur, alors que en 2015, il y avait un Américain sur trois, et je pense que c'est le cas aussi pour les Européens, qui se plaignaient d'un trouble du sommeil. Quand on dort mal, qu'est-ce qui se passe? Donc chez l'adulte, il y a une fatigue chronique, on constate parfois une prise de poids, des épisodes de somnolence diurne, des troubles de l'humeur, des troubles attentionnels, et ça augmente les risques sur la santé. Chez l'enfant, un enfant qui dort mal va avoir des céphalées matinales, il va aussi avoir une somnolence diurne, il va être fatigué, il va avoir un infléchissement de sa croissance, des troubles de l'humeur,
Ils sont plus opposants, on constate une émotivité exacerbée, des troubles de l'attention et un retard scolaire. Donc, parmi les causes du mauvais sommeil, eh ben, on arrive au cœur de notre sujet. Donc, c'est le TROS-SAOS. Donc, le TROS, sa définition, c'est le trouble respiratoire obstructif du sommeil. Il est caractérisé par 4 niveaux de sévérité. Donc, le niveau 1, c'est le ronflement primaire. Le niveau 2, c'est le syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures. Le niveau 3, c'est le syndrome d'hypoventilation obstructive. Et le niveau 4, notre fameux SAOS, le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. De décrire le TROS de cette façon-là, ça permet de montrer que chez l'enfant, le ronflement, c'est le premier signe d'un effort respiratoire qui n'a pas lieu d'être et qui va fragiliser le sommeil. Comment ça se produit, ce SAOS? Donc, on va avoir une baisse de l'activité musculaire pharyngée, enfin, les structures musculaires vont s'affaisser, elles vont provoquer une occlusion des voies aériennes supérieures. Généralement, c'est la base de langue qui va aller au contact de la paroi pharyngée. Ça va entraîner une apnée. Suite à cette apnée, on va avoir une hypoxie, donc une quantité insuffisante d'oxygène que le sang distribue au tissu, une hypercapnie, un excès de gaz carbonique. Tout ça, ça va provoquer un effort ventilatoire, le corps va s'affoler, ça va provoquer un micro-éveil. Ce micro-éveil permet une remontée de l'activité du tonus musculaire, une reprise ventilatoire correcte, et ainsi de suite. Les causes. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un SAOS? Donc chez l'adulte, il y a 3 causes principales. Il y a le rétrécissement anatomique des voies aériennes supérieures qui sont liées à une structure squelettique maxillofaciale anormale. Donc ça peut être une déviation de la cloison nasale, une mandibule trop petite, des problèmes d'occlusion dentaire et ou des tissus mous atypiques, donc un voile du palais long et épais, une masse graisseuse péripharyngée, etc. Il y a aussi une dysfonction du contrôle musculaire et de la perméabilité du pharynx, ainsi qu'une dysfonction du contrôle ventilatoire. Donc, les facteurs de risque d'apparition d'un SAOS chez l'adulte, on a le surpoids, l'obésité, un tour de cou large, la ménopause. Donc, et oui, les femmes, même si elles ne ronflaient pas et qu'elles n'avaient pas de problème d'hypopnée à l'âge adulte, dès qu'on va arriver à la ménopause, ce risque va augmenter. C'est aussi le cas quand on a une hypertrophie adéno-amygdalienne et aussi qu'on fait de la rétention d'eau et on s'est rendu compte que la consommation d'alcool et de tabac étaient aussi des facteurs de risque d'apparition d'un SAOS chez l'adulte. Alors, les causes du 3 SAOS chez l'enfant, donc on distingue 3 types de TROS qui regroupent les 3 causes principales. On a le type 1 qui est lié à une hypertrophie adéno-amygdalienne, le type 2 qui est lié à l'obésité ou au surpoids et le type 3 qui est lié à une pathologie complexe et ou syndromique avec malformation crânio-faciale. C'est le cas dans certains syndromes ou affections comme la trisomie 21, le syndrome de Prader-Willi, etc. Alors, comment est-ce qu'on va le dépister, ce TROS-SAOS? Donc, on va proposer il y a différents types d'examens qui sont proposés et notamment la polysomnographie. Donc, au cours de cet examen, on mesure entre autres l'IAH qui correspond à l'index d'apnée-hypopnée qui va déterminer le nombre d'apnées-hypopnées par heure de sommeil. Et ça va permettre de grader la sévérité du trouble. Donc chez l'adulte, l'échelle de gravité, elle va de léger, modéré, enfin léger, puis modéré, puis sévère. Donc léger, c'est à partir de 5 apnées-hypopnées et sévère, on est au-delà de 30. Chez l'enfant, l'échelle de gravité, elle est différente. On parle déjà d'une gravité légère quand on est à une apnée-hypopnée par heure. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est-à-dire qu'on va se dire, ah bah oui, une par heure, c'est pas grave, mais si, ça l'est déjà. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur la santé d'un adulte qui va présenter un SAOS? On va avoir une augmentation du rythme cardiovasculaire et cérébrovasculaire lié aux hypoxies intermittentes et à la fragmentation du sommeil. On va avoir une augmentation du risque métabolique comme le diabète de type 2 et la dyslipidémie.
Et la somnolence diurne excessive, elle est majorée chez les personnes qui présentent un SAOS. Et donc, du coup, on a un risque d'accident de la route et d'accident du travail qui est augmenté. Et on a certains pays, en fonction du résultat de la polysomnographie, où ça entraîne une suspension du permis de conduire parce que les risques sont trop importants de s'endormir au volant. Donc, chez l'enfant, ces risques sur la santé, ça va être des troubles du comportement et de l'attention principalement, hein, parce qu'on s'est rendu compte que 30% des enfants qui présentent un trouble de l'attention diagnostiqué souffrent de troubles du sommeil. Ça va infléchir sa croissance staturo-pondérale et ça va avoir des conséquences sur la croissance du massif facial, avec une malposition de la langue, un faciès qu'on dit adénoïdien, un palais étroit, une modification de l'articulé dentaire, mais ça, mon collègue de l'intervention suivante saura mieux l'expliquer que moi. Ce qu'il en est des traitements du SAOS chez l'adulte, donc il y a différents types de traitements qui sont proposés. On a la PPC, la pression positive continue. Donc ça, c'est le traitement qui est recommandé par la HAS en première intention chez les adultes qui présentent un SAOS sévère, en l'associant avec des règles hygiéno-diététiques, hein. On arrête le tabac, on perd du poids. Donc, c'est un traitement qui est très, très efficace, mais on se heurte à un défaut de compliance puisqu'il n'y a que une petite majorité des adultes qui le supportent au long cours. Et en plus, la PPC, elle ne traite pas les causes du SAOS puisque dès qu'on arrête de l'utiliser, pouf, ben, c'est reparti comme en 40. Ce qui un autre traitement, on a l'orthèse d'avancée mandibulaire, donc l'OAM. Donc, elle, sa fonction, ça va être de maintenir la mandibule en propulsion et empêcher l'obstruction du pharynx par la langue pendant le sommeil. On a d'autres traitements, comme des solutions positionnelles plus ou moins artisanales qui peuvent être proposées pour éviter la position dorsale parce qu'on s'est rendu compte que ben, quand on est couché sur le dos, forcément, et ben, quand la langue s'affaisse, ben, elle a plus facilité à le faire. Donc, on va proposer des choses pour éviter la position dorsale. On peut aussi proposer des solutions chirurgicales comme l'ablation des végétations, des amygdales. Et un autre traitement se développe actuellement, c'est la thérapie oromyofonctionnelle, ou TOMF, qui fait l'objet de plus en plus de recherches. Son objectif étant de tonifier les muscles impliqués dans l'affaissement des voies aériennes supérieures et de rétablir une ventilation nasale fonctionnelle. On se dit que si on arrive à faire en sorte que le tonus soit meilleur au repos, et ben, on a moins de chances que les choses s'affaissent pendant le sommeil. Donc, chez l'enfant, ce qu'on propose comme traitement du TROS-SAOS, eh ben, quand il s'agit du TROP de type 1, donc celui qui est lié à une hypertrophie adéno-amygdalienne, eh ben, forcément, on va proposer en première intention l'ablation des végétations et des amygdales, qu'on associera ou pas à un traitement orthodontique et qu'on associera ou non à la rééducation oromyofonctionnelle. Dans le cas d'un TROS de type 2 et 3, ben, on ajoutera la réduction du surpoids, une éventuelle chirurgie maxillofaciale et on pourra proposer aussi, pardon, une PPC et non pas une PCC, c'est une coquille. Et donc chez l'enfant, on se rend compte qu'un travail de coordination de l'ensemble des acteurs, donc ORL, orthodontiste, orthophoniste, masseur kiné, qui peuvent aussi proposer les thérapies oromyofonctionnelles, ça permet une prise en charge globale de l'enfant et ça majeure l'efficacité des traitements. Donc, quels sont les signes d'alerte évocateurs d'un troisième chez l'adulte? On a la somnolence diurne, le sommeil non réparateur, la nicturie. Donc, si on se lève plus d'une fois par nuit pour aller faire pipi, eh ben, voilà, ça peut être un signe. De se réveiller la bouche sèche, d'avoir soif en se réveillant ou être réveillé parce qu'on a soif, c'est aussi signe évocateur. Les ronflements sévères pendant le sommeil et parfois aussi en cours de journée. Il y a des patients qui vont présenter, enfin qui vont décrire des sensations d'étouffement, de suffocation pendant le sommeil quand ils sont sur le dos en particulier, et aussi des troubles attentionnels, un espèce de brouillard mental. Voilà pour les adultes. Donc chez les enfants, on a des signes nocturnes qui peuvent être évocateurs d'un TROS-SAOS.
Donc les enfants qui respirent par la bouche, qui bavent, quand l'oreiller il est mouillé le matin, les enfants qui ronflent, qui transpirent beaucoup, qui ont un sommeil agité ou qui sont décrits comme ayant un sommeil léger, qui dorment avec une hyperextension du cou et les enfants chez qui l'énurésie persiste, ça peut aussi être un signe évocateur. Donc chez les enfants, on a aussi des signes diurnes. Donc un enfant qui respire par la bouche, qui a mal à la tête le matin, qui se réveille mal, qui se réveille de façon difficile, qui est de mauvaise humeur même s'il a fait une bonne nuit, qui peut s'endormir en classe, qui présente des difficultés d'apprentissage, qui peut être souvent en conflit avec ses pairs parce que justement la fatigue fait qu'on régule moins bien ses émotions. Les enfants qui sont décrits comme hyperactifs, un enfant qui a un trouble de la croissance et du poids et un enfant qui a des caries malgré une bonne hygiène dentaire, tout ça, c'est des signes qui peuvent vous faire évoquer un TROS chez l'enfant. Donc, eh ben, tous les professionnels de santé, on est au cœur du dépistage de ce trouble. Donc, devant un adulte qui se plaint de fatigue chronique, qui se plaint de coups de pompe diurne, même après une bonne nuit, qui se plaint de devoir se lever la nuit pour boire et uriner ou uriner, qui se plaint de troubles attentionnels de mémoire, qui signale une prise de poids, dont le conjoint se plaint de ronflement, de pause respiratoire durant le sommeil ou en journée. C'est important de penser au TROS et au SAOS, d'avoir cette petite lumière qui se met à clignoter. Euh, Chez les enfants, devant un enfant qui respire par la bouche la journée, qui ronfle, qui est sujet aux affections ORL, qui s'endort en classe, qui présente des difficultés d'apprentissage, des troubles attentionnels, une hyperactivité non diagnostiquée, qui a des problèmes relationnels avec ses pairs, dont les nurésies nocturnes persistent et qui est en surpoids, c'est important de penser autre. Pour finir, voilà, moi, si j'ai quelque chose qui me semble important, c'est vraiment l'importance du regard pluridisciplinaire. On sait tous qu'un bon sommeil, c'est le gage d'une bonne santé physique et mentale, qu'un dépistage précoce du TROS chez l'enfant, ça va permettre la prévention de troubles physiques et cognitifs, et aussi la réduction du risque d'apparition d'un SAOS à l'âge adulte, puisque si on a une bonne croissance crânio-faciale, et euh, si on intervient dès l'enfance, et ben, ça va permettre d'éviter qu'un SAOS s'installe chez l'adulte. Et le dépistage du TROS SAOS chez l'adulte, ça va améliorer la qualité et l'espérance de vie. Voilà, je vous remercie. C'était un peu dense, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Anne-Sophie, merci pour cette présentation très complète. On va pouvoir laisser la place au docteur Soyer. Eh bien, merci de me donner l'occasion de participer à votre webinaire. Alors, la première question que l'on va se poser, c'est quand on voit un enfant comme celui que vous voyez à l'écran, qui visiblement n'a pas passé la meilleure nuit de sa vie, on est en droit de s'interroger et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour cet enfant et comment on va pouvoir le soulager? Alors, la première question, c'est, on en a parlé tout à l'heure, c'est le développement facial et la respiration. Alors, il y a deux types de respiration. Il y a la respiration nasale et la respiration buccale. Et comme vous le voyez, chacune a ses spécificités. La respiration nasale, qui est un mode physiologique optimal, permet de respirer la bouche fermée, puisque l'air va passer par le nez, va se réchauffer, s'humidifier. À ce moment-là, la langue va se positionner correctement contre le palais et va pouvoir jouer son rôle de conformateur de développement du maxillaire et de la mandibule, contrairement à la respiration buccale, où là, on est en mode compensatoire, c'est tout à fait pathologique. La bouche est complètement ouverte au repos. À ce moment-là, il n'y a pas d'humidification d'air comme tout à l'heure, et la langue est obligée, puisque la bouche est ouverte et que l'air doit passer, la langue est obligée d'adopter une position basse et qui va forcément perturber la croissance. Alors, quand on regarde cette pyramide, on voit que la respiration nasale bien sûr, favorise l'équilibre musculaire et la croissance faciale optimum par rapport à la respiration buccale qui, elle, perturbe la croissance et crée un déséquilibre dentaire. Il faut donc avoir un équilibre musculaire entre les deux pour que, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y ait une activation correcte des muscles faciaux et de la posture linguale. Quand on examine nos patients qui ont une respiration nasale, on s'aperçoit que le plus souvent,
le visage est harmonieux, il est large, les yeux sont alertes et les pommettes sont saillantes, le nez est droit, il n'est pas retroussé, la bouche est fermée et on a bien le plus souvent possible, nous avons une normodivergence faciale et les lèvres sont jointes, cooptées sans excès. Alors qu'un patient qui va avoir une respiration buccale, par contre, lui, il va avoir un visage beaucoup plus étroit, les yeux sont fatigués, ils sont cernés comme le petit enfant que nous avons vu tout à l'heure, il y a des pommettes qui sont rétractées, le nez est recourbé, la bouche est ouverte le plus souvent et bien souvent on a des hyperdivergences faciales forcément puisque la croissance ne se fait pas dans le bon sens et vous allez voir tout à l'heure, il y a une contraction des muscles de la houppe du menton lorsqu'on est obligé de fermer la bouche. Ceci, on le sait depuis de nombreuses années, puisque Harvold, en 1981, avait démontré l'influence anatomique d'une respiration buccale exclusive. En effet, on avait donc obstrué artificiellement les narines de jeunes singes en pleine croissance et on les avait comparés avec ceux qui avaient une respiration nasale correcte et on s'était aperçu qu'il y avait une différence dans les étages de la face avec d'autres jeunes singes. Le résultat était très net. On avait les mêmes éléments caractéristiques d'une respiration buccale que chez les humains. L'expérience avait été poussée d'ailleurs puisqu'on avait désobstrué ensuite et on s'était aperçu qu'il y avait une reprise dans la bonne direction au niveau de la croissance, une légère reprise. Alors ce que l'on veut en fait, c'est casser cette spirale infernale que Delair nous a expliquée. Les dysfonctions, lorsqu'il y a une ventilation orale, vont entraîner des dyspraxies, une déglutition, une mastication qui vont être atypiques. Il va y avoir une anomalie dans les positions de sommeil, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec des troubles posturaux et qui vont entraîner donc des dysfonctions globales oro-cervico-faciales. Ces dysfonctions vont entraîner des dysmorphies, le plus souvent une endomaxillie, que je vais vous montrer tout à l'heure, avec des aggravations au niveau des déformations des maxillaires et une anomalie de développement mandibulaire. Donc tout ça va concourir à nous apporter des anomalies du complexe squelette maxillofacial. Les conséquences, eh ben, comme je vous l'ai expliqué, la position de la langue, lorsqu'elle est également répartie dans la voûte palatine et la courbe mandibulaire, il va y avoir un maintien de la largeur optimum du palais et il y aura un espace suffisant pour l'alignement correct des dents. Le plus souvent, on est en classe 1. Ce que je vous explique là est tout à fait schématique, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et lorsque la langue est en position haute, elle va avoir tendance à donc créer une surcharge au niveau du maxillaire. Le plus souvent, elle pousse les dents vers l'avant. On va se retrouver avec une classe 2. Et dans le cas contraire, lorsque la langue est en position basse, on va avoir un palais qui va être étroit. La langue va avoir donc tendance à développer considérablement la partie basse du visage, la mandibule, et on va avoir une conformation dite de classe 3. Donc, l'hypotonie et la respiration buccale sont deux entités qui vont ensemble, entraînant une anomalie de la respiration nasale. Tout ça est très lié avec la croissance orofaciale qui va être perturbée et entraîner un déficit du développement maxillomandibulaire. Cette respiration buccale, issue donc d'une croissance orofaciale perturbée, va entraîner bien sûr des inflammations. Ces inflammations vont entraîner une hypertrophie des tissus adénoïdiens. On va avoir donc une aggravation de la déficience respiratoire nasale qui va être perturbée. Et on va avoir bien sûr, comme je vous l'ai montré, un défaut d'adaptation posturale, des inflammations systémiques. Tout ça concourt à ce que l'on appelle le cercle vicieux des TROS, du trouble respiratoire obstructif du sommeil. Et ce qu'il faut, bien sûr, c'est dépister. Il faut absolument dépister. Donc, nous tous qui sommes aux premières loges, lorsqu'on leur fait ouvrir la bouche, on voit bien sûr que les amygdales peuvent être considérablement grossies, l'aluette peut être hypertrophique et bien sûr, cette langue volumineuse est bien sûr très présente. Nous sommes absolument aux premières loges pour regarder tout cela. Le rétrécissement pharyngé et les anomalies ORL se font bien sûr remarquer et je vous passe les différentes classes de développement des amygdales et de la langue. On retrouve ça dans la littérature assez aisément. Alors, les anomalies anatomiques, eh ben, lorsqu'il y a un hypodéveloppement maxillaire, vous le voyez, on a donc des inversions dans l'articulé. Le palais est très, très étroit. Donc là, la langue ne joue pas son rôle de conformateur du développement de l'arcade maxillaire. On a un hypodéveloppement de ce maxillaire et bien sûr une croissance perturbée de l'ensemble. On peut avoir le contraire hein, dans les classes 2, donc on va avoir un hyperdéveloppement donc, du maxillaire, une mise en retrait donc, de toute l'arcade mandibulaire.
Et les anomalies fonctionnelles, chez ce petit Julien, ben, on voit tout de suite, il a la bouche ouverte, on perçoit la langue par derrière, et quand on lui demande de fermer la bouche, il est obligé de contracter son menton pour pousser sa lèvre pour que ça se ferme, mais on voit très bien que la lèvre n'est pas contractée, la lèvre inférieure, et c'est ces muscles de la houppe du menton qui font que la lèvre va s'élever pour pouvoir fermer la bouche. Mais tout ça est tout à fait instable. Et bien sûr, quand on lui demande d'ouvrir légèrement la bouche et quand on regarde sa cavité buccale, on voit tout de suite que la langue, bien sûr, vient se positionner entre les dents de devant, ce qui oblige, bien sûr, les lèvres qui, elles, sont tout à fait atoniques, ne jouent pas non plus leur rôle de contrebalancer cette vestibuloversion des dents. Un outil assez simple, c'est la radiographie de profil. Et donc là, vous voyez toutes les structures qui nous permettent de dépister et de nous poser la question de savoir si la respiration est buccale ou nasale ou s'il n'y a pas sous-jacent un trouble obstructif du sommeil. On va regarder ça très rapidement dans le détail. Tout d'abord, au niveau de la forme générale de la courbure cervicale, on regarde si elle est rectiligne ou si elle est courbée. On va regarder aussi par derrière, parfois nous avons des signes éventuels de tension musculaire au niveau de la nuque, tout à fait caractéristique. Dans une situation normale, lorsqu'on regarde les vertèbres, eh bien, la distance qui sépare la première épineuse de l'occipital doit être à égale distance qui sépare la première de la deuxième vertèbre. Et bien sûr, la hauteur aussi de l'osioïde qui doit se situer entre la C3 et la C4. Un osioïde en mauvaise position indique toujours un problème de posture linguale. C'est pas toujours vrai. Il est possible que l'osioïde soit en bonne position. Et là, il y a une fonction linguale, un problème dans la fonction linguale. Le rapport entre le rachis et le gonion, dans une situation normale, le gonion, donc cet angle de la mandibule, doit se trouver à la jonction entre de C2 et C3. Et bien sûr, il faut regarder les tissus adénoïdiens sur cette radio. On regarde leur volume, on regarde leur forme. On regarde également la conformité et la conformation du voile du palais qui doit donc gonfler. Et lorsqu'il y a une contraction, celui-ci doit se mettre en position haute et pousser les tissus adénoïdiens, les chasser de façon à ce qu'il n'y ait pas d'obstruction. Toute la filière pharyngée, bien sûr, est observée sur cette radio de profil. Et ensuite, on regarde les sinus. Alors, il y a trois sinus principaux, frontal, sphénoïdal et maxillaire. Et on regarde leur radio clarté parce que il faut savoir que les sinus sont essentiellement développés en résistance aux fonctions masticatrices postérieures et l'épaisseur de la corticale antérieure du sinus frontal est due aux forces de mastication antérieure. On va le voir sur un exemple tout à l'heure. Le dépistage se fait en pluridisciplinarité. Il y a donc une consultation chez l'orthodontiste ou chez le chirurgien-dentiste, parallèlement à la consultation chez nos confrères ORL pneumo-allergos, chez le kinésithérapeute, chez l'endocrinologue également. Et alors ensuite, on va parler un peu de prise en charge. Cette prise en charge, elle est également pluridisciplinaire. Vous voyez que dans tout l'arsenal thérapeutique, nous nous situons, nous avons une part dans cette prise en charge, puisque comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, au niveau de l'odontologie, nous avons plusieurs buts. Nous voulons élargir les arcades, nous voulons participer à cette rééducation par thérapie myofonctionnelle et on veut améliorer la respiration nasale en réduisant les problèmes de sommeil. Alors, comment va-t-on élargir les arcades? Eh bien, dans les trois sens de l'espace, on a l'expansion par disjonction maxillaire rapide, on a la propulsion mandibulaire si on a, par exemple, un problème de classe 2, et on a aussi le masque de Delair, par exemple, si on a un problème de classe 3. En ce qui concerne l'expansion par disjonction maxillaire, il faut agir le plus tôt possible. Il faut permettre à la langue de retrouver sa position contre la voûte palatine. Là, vous voyez sur ces schémas en fait que à 12 ans, eh bien, la suture n'a plus la même forme que chez un jeune de 10 ans ou moins, et il faut donc favoriser cette respiration nasale en permettant une perméabilité nasale potentialisée, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure le réchauffement de l'air par le nez, et on arrive en faisant cette expansion par disjonction maxillaire rapide, à réduire les indices d'apnée qui sont de 5 à 8 en les réduisant à 1, voire 1,5.
Nous utilisons un disjoncteur. Ce disjoncteur peut être sur appui dentaire ou appui osseux, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et là, on arrive en quelques semaines à obtenir une expansion. Vous le matérialisez par cet espace que vous voyez entre les incisives, de façon à ce que l'arcade s'élargisse et pour qu'elle reste stable, il faut l'accompagner d'une rééducation neuromusculaire. Chez cet enfant, vous voyez donc qu'il y a tous les signes d'une respiration buccale avec un palais étroit, une bouche légèrement entrouverte. Et lorsque l'on utilise l'expansion maxillaire rapide, là, vous le voyez, elle est sur appui dentaire, eh bien, vous voyez tout de suite que les symptômes ont disparu, les lèvres sont cooptées de façon tout à fait naturelle, et on voit très bien la différence entre les deux sujets espacés de quelques mois. On peut utiliser le propulseur mandibulaire pour corriger les décalages antéro-postérieurs dits de classe 2. À ce moment-là, nous avons différents types de modèles. Nous avons des modèles amovibles et des modèles fixes. Là, vous avez donc un type de modèle en bleu qui est donc un propulseur universel light. Et nous avons les propulseurs également dits d'Andresen de cette famille ou sur le côté droit. Et nous avons les propulseurs fixes, donc sur bague, avec un système de ressort qui prennent appui sur cette armature. Et là, vous voyez le résultat au bout de quelques semaines et mois. Par exemple, sur cette radio, eh bien, vous voyez que entre les deux radios, ce que je vous expliquais tout à l'heure, nous avons d'abord un carrefour aéropharyngien qui a complètement changé et nous avons bien sûr les sinus qui se sont développés au fur et à mesure de cette correction du décalage. Et le profil, bien sûr, est amélioré. Voici en quelques mois, chez un enfant de 7 ans, en ayant corrigé au cours de sa dentition, il est en denture mixte, eh bien, nous avons corrigé en propulsant la mandibule le carrefour aéropharyngé. Le masque de Deller, lui, sera utilisé de la même façon, mais pour les classes 3, où là, on va essayer de propulser, de projeter vers l'avant le maxillaire, tout en freinant la partie mandibulaire. Donc, on participe à cette rééducation, à ce traitement par la rééducation par thérapie myofonctionnelle. Ça nous permet d'améliorer la respiration nasale en réduisant les problèmes de sommeil. Cette rééducation, elle a été montrée efficace dans le traitement multidisciplinaire du SAOS de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte également. Elle est prescrite à plusieurs étapes de ses prises en charge. On réduit ainsi considérablement l'indice d'apnée-hypopnée chez l'adulte et chez l'enfant également. On associe souvent cette rééducation à l'enveloppe linguale nocturne, qui permet donc de rééduquer la langue de façon moins, on va dire plus passive, puisque la langue se met spontanément en position haute avec ce type de dispositif. On associe également les écrans à langue. Et un cas où la respiration n'a pas été prise en charge, un cas d'une jeune adulte dont vous voyez très bien qu'il y a ce problème de contact entre les dents, cette jeune femme qui n'a pas été dépistée à temps et qui avait suivi un traitement orthodontique qui a récidivé avec donc une inocclusion dentaire et un hypodéveloppement du maxillaire, la langue se mettant en position basse. Alors, avec un expanseur, un système d'expansion à appui osseux, vous voyez les vis, les ancrages qui sont mis au niveau osseux et dentaire. On arrive donc à provoquer cette expansion. Elle doit être suivie ensuite d'une pose d'appareil fixe pour ensuite niveler et aligner les autres dents. Et bien sûr, tout ça doit être complété par une rééducation et une prise en charge de la respiration. La conclusion de tout ça, c'est que nos traitements, c'est une affaire d'équipe, notre dépistage également. Équipe avec les médecins ORL pneumo-allergologues, les médecins du sommeil, les endocrinologues et bien sûr les kinésithérapeutes et les orthophonistes. C'est une approche pluridisciplinaire
Il faut être préventif. Là également, tout le monde doit participer à cette prévention. C'est un rôle clé dans le dépistage des TROS et cette rééducation respiratoire va favoriser un développement facial harmonieux. Il faut, nous tous, nous devons participer à l'optimisation de la croissance. C'est un problème de santé publique, c'est un problème de responsabilité que nous avons tous et il faut y participer. Alors, pour aller plus loin, nous organisons une journée de conférence le 26 mars. Ça peut se voir, nous ne sommes pas obligés d'être en présentiel puisque ce sera également diffusé en streaming et en replay. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez quelques lectures que je vous propose qui ont quelques années, mais qui sont toujours d'actualité. Nous organisons également une journée, pendant les journées de l'orthodontie, nous organisons une journée commune avec la commission, donc la commission des fentes et la commission d'apnée du sommeil de la Fédération française d'orthodontie organise une journée pendant le mois de novembre, début novembre. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et merci beaucoup, Dr. Soyer, pour cette présentation. On va pouvoir passer à la dernière présentation. Caroline, je vais vous laisser la parole. Donc, Caroline qui est de l'URPS kinésithérapeute de Nouvelle-Aquitaine. Du coup, bonjour à tous. Donc, moi, je suis présidente de l'URPS Kiné Nouvelle-Aquitaine et il y a quelques années, on avait développé un projet du coup en interdisciplinarité autour du dépistage de l'apnée du sommeil qui s'appelle Isidore. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Le projet s'était basé sur des constats sur le fait que il y a quand même 2 à 5% des enfants qui pourraient être atteints d'apnée du sommeil, d'après ce qu'on avait lu à l'époque. Et ça concernait entre 10 000 et 26 000 enfants qui pourraient être concernés juste en Nouvelle-Aquitaine. Donc, au départ, il y avait un groupe porteur avec des kinés maxillofaciales, des chirurgiens dentistes, des pédiatres, des somnologues qui se sont dit, mais que peut-on faire pour lutter contre ce problème et participer à la prévention de l'apnée du sommeil? Donc, avait été mis en place un dispositif complet de dépistage. Donc, on avait au départ l'information et la sensibilisation sur la pathologie, donc sur le SAOS auprès des professionnels de santé, toutes professions confondues. Et on avait fait le choix d'inclure toutes les URPS, c'est-à-dire tous les professionnels de santé concernés par les URPS. Il y a 10 professions. Et en se disant, ceux qui ont un rôle vraiment concret, c'est bien qu'ils y soient, mais c'est aussi ce que vient de dire le docteur Soyer, il faut aussi que tous les professionnels se saisissent de cette question, en fait. Donc, on avait vraiment inclus tous les professionnels dans la sensibilisation et dans le développement de ce projet. Donc, il y a eu plusieurs étapes. La première, ça a été de créer des maquettes pédagogiques d'information et de sensibilisation. Et puis, on a réussi à avoir un financement par l'Agence régionale de santé et qui nous a demandé à un moment donné de dire, écoutez, ce que vous avez construit en termes de sensibilisation, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et donc dépister, faire une campagne de dépistage dans les écoles? Donc, il y a eu plus de 35 écoles maternelles et élémentaires qui ont participé à ce dispositif. On avait espéré à un moment donné des écoles dans le département de la Creuse. Malheureusement, en fait, il n'y avait pas assez de professionnels de santé disponibles pour réaliser les dépistages. Donc, on s'est heurté à un certain nombre de difficultés dans la mise en place du projet au départ, et certaines persistent, mais on le verra après. C'est la méconnaissance de cette pathologie chez les professionnels de santé, toutes professions confondues, un faible taux d'enfants diagnostiqués et assez peu de professionnels de santé qui étaient suffisamment sensibilisés pour réorienter les patients. On voit qu'il y a, à cette époque-là, donc nous on parle, le projet il s'est fait entre 2017 et 2019, et à cette époque-là, la formation continue n'était pas très très intéressante non plus en termes d'offres. Donc pour nous, c'était aussi une difficulté. Ensuite, on s'est heurté à un problème méthodologique, c'est-à-dire qu'à l'époque de la mise en place de ce projet, il n'y avait pas forcément de consensus sur comment tous les professionnels puissent travailler ensemble pour dépister les enfants. Donc maintenant, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on favorise plutôt le questionnaire de Sprit-Gozal à destination souvent des parents, mais à remplir avec un professionnel de santé. Il y avait aussi un aspect socio-économique, c'est-à-dire qu'on a bien vu dans les dépistages qu'il y avait, en fonction de l'orientation socio-économique de la famille, qu'il y avait quand même des choses à travailler à ce niveau-là, notamment sur les qualités de sommeil, etc. Et puis est arrivé le Covid et ça nous a mis un petit coup d'arrêt aussi sur le projet. Et je venais de le dire, l'aspect géographique avec des départements en Nouvelle-Aquitaine où on a assez peu de professionnels, toutes professions confondues encore une fois. Donc voilà. Et le dernier frein, c'était l'aspect budgétaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait créé les maquettes,
on a eu énormément de demandes et puis ensuite est venu le dépistage. Et en réalité, sur le dépistage, il a fallu dépister les enfants et puis après réorienter. Et en fait, on s'est retrouvé avec un projet qui était extrêmement ambitieux et sur lequel on n'était pas forcément préparé à avoir autant de retours. Donc c'est vrai que ça a été une somme importante de travail en heures, en nombre de personnes. Et c'est vrai que ça a été un frein aussi en termes de budget. La première phase, du coup, ça a été assez positif, puisqu'on a eu, en termes de dépisteurs, on avait donc des ORL, des pneumos, des somnologues, des chirurgiens dentistes et des kinés. Sur ceux qui sont allés directement dans les écoles, il y avait toujours un kiné et deux médecins. Ensuite, on a vu que sur tous les enfants qui ont été dépistés, il y a quand même près d'un quart où il y avait quand même un avis de spécialiste qui devait être recommandé. Et sur ces 25%-là, il y avait 12% qui étaient susceptibles pardon, de développer un SAOS. Donc on s'est dit que quand même c'était important de continuer en fait à travailler ça et à essayer de leur offrir aussi une prise en charge. Parce que dépister c'est bien, mais derrière il faut aussi que ça suive sur le terrain. Et c'est là la difficulté auquel on se heurte encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'ARS a salué le travail qui a été fait et malheureusement le budget qui a été alloué à la première phase du travail n'a pas été reconduit. Peut-être qu'on a trop bien bossé sur la sensibilisation et l'information professionnelle parce qu'en fait, localement, on a vu qu'il y avait plein de petits groupes de professionnels qui s'étaient rassemblés sur notre territoire et qui ont créé ce qu'on appelle maintenant des maisons du sommeil. Donc, il y en a quelques-unes en Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, eux font les dépistages des enfants. Donc souvent, vous avez des pédiatres, des somnologues, des chirurgiens dentistes, des orthophonistes, des kinés qui travaillent ensemble dans ces structures-là. Et du coup, la l'ARS a choisi de subventionner, en tout cas d'aider financièrement ces projets-là, parce qu'il y en a eu plein sur tout le territoire. Ce qui a fait que nous, en termes de financement, on n'a pas pu continuer à faire ce qu'on voulait faire sur le projet Isidore. Mais le site internet Isidore a quand même un certain nombre de ressources en fait sur les professionnels. Vous avez des flyers et des affiches que vous pouvez toujours commander et qui fonctionnent très bien parce qu'on a toujours des demandes et on en a encore une là où on a eu des demandes d'affiches, de flyers, de questionnaires, etc., de petits livrets qui continuent à être distribués et on voit qu'il y a quand même une émulation dans les territoires autour de ça et c'est super parce que c'est vraiment en interprofessionnel. C'est-à-dire que vraiment, vous avez un professionnel qui va entendre parler d'Isidore, qui va en parler aux autres, et tout ça fait effet boule de neige. Et c'est vrai que malheureusement, nous n'avons pas les financements pour faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire créer des réseaux de prise en charge sur le terrain. Mais finalement, ça se fait naturellement par des petits groupes sur les territoires qui prennent en main tout ça et qui s'attellent à continuer les dépistages et à prendre en charge les jeunes patients. Donc le site internet Isidore est toujours actif. Vous pouvez toujours aller télécharger directement les affiches, les questionnaires. Vous pouvez aussi nous envoyer un message à l'URPS Kiné Nouvelle-Aquitaine pour nous faire des commandes, par exemple, des livrables. Et on va probablement retravailler le site pour le remettre à jour sur un certain nombre d'informations courant 2026. Donc voilà pour moi. Et vous voyez, vous pouvez télécharger des affiches, des flyers. Il y a des petites vidéos, il y a plein de choses intéressantes. Et c'est vrai que en remplissant ce petit contact, ce petit questionnaire de contact, vous pouvez nous demander des choses. Alors nous, on s'est rendu compte aussi qu'on avait beaucoup de centres hospitaliers autour de la Nouvelle-Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans des régions limitrophes, qui nous envoyaient des messages pour mettre ça dans les salles d'attente ou pour nous dire, bah voilà, nous, on fait du dépistage. Si vous avez des questions de parents, parce qu'on a aussi beaucoup de parents qui contactent le site Isidore, et auxquels on répond bien évidemment, et on peut les réorienter comme ça, notamment vers Nantes, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, etc., etc. Voilà. Et merci Caroline, merci pour cette présentation. Merci à tous les intervenants donc, qui ont pu prendre la parole sur ce sujet. On va pouvoir passer aux questions. Donc, on en a eu quelques-unes dans le chat. Première question, donc, comme elles ont été posées en même temps que la présentation d'Anne-Sophie, je pense qu'elles te sont destinées, mais si les autres intervenants ont la réponse, faut pas hésiter. Première question, c'était peut-on présenter un SAO si on se couche sur le côté ou le ventre? Alors, oui, oui, on peut tout à fait présenter un SAOS même si on dort sur le côté ou le ventre. Juste, on s'est rendu compte que la position couchée sur le dos, elle majore le nombre d'apnées, mais
oui, on peut tout à fait présenter un SAOS si on, si on se couche sur le côté ou sur le ventre. Merci. Ensuite, c'est aussi pour Anne-Sophie. On a eu deux questions, mais je pense qu'elles se ressemblent. C'est vers qui envoyer les patients qui présentent ces symptômes, donc les symptômes que tu as présentés, je pense. Et la deuxième question, c'est en tant qu'orthophoniste, vers qui rediriger dans un premier temps lorsque nous sommes confrontés à un enfant respirateur buccal. Bah, moi, je dirais que déjà, il faut l'adresser à... Si c'est un enfant respirateur buccal, parce qu'il a souvent des affections ORL, peut-être vérifier chez l'ORL s'il n'y a pas un souci de grosse végétation, de grosse amygdale, etc. Et puis de l'envoyer chez le dentiste ou l'orthodontiste pour vérifier l'articulé dentaire, l'étroitesse du palais, etc. Pour voir s'il y a déjà des choses qu'on peut, enfin, qui permettent d'améliorer la ventilation nasale. Et ensuite, ben, c'est le boulot des rééducateurs de faire les rééducations au mieux fonctionnelles pour travailler sur le rétablissement de la ventilation nasale, la stimulation des praxies orofaciales, etc. Oui, merci pour cette réponse. On a une autre question. À quel âge peut-on proposer une expansion palatale? Ici, aucun orthodontiste ne veut le faire avant 7 8 ans. Il faut, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voir ça le plus tôt possible. Donc, si on peut, au moment de l'arrivée des premières molaires permanentes, là, c'est vraiment là qu'il faut agir. Si on peut agir un petit peu avant, oui, alors à ce moment-là, on peut permettre cette expansion. Certains chirurgiens dentistes ou orthodontistes sont plus éveillés à cette rééducation très très tôt à l'aide de ce qu'on appelle les gouttières thermoformées de rééducation. On peut arriver à faire des expansions sans avoir un arsenal comme celui que je vous ai montré au niveau des appareils. Mais ceux qui estiment qu'ils ne veulent pas avoir les enfants avant presque l'âge de 10 ans, je trouve ça dommage. Il faut le faire le plus tôt possible. Parfait. Merci pour cette réponse. Nous avons encore une nouvelle question. Est-il possible de rééduquer la respiration nasale lorsque l'enfant a toujours un problème de succion en parallèle? Et oui, enfin, faut toujours commencer par un bout et puis après on tire le fil et on détricote, quoi. Enfin, oui, c'est possible. Et c'est en stimulant la ventilation nasale qu'on va faire comprendre à l'enfant tout l'intérêt de respirer par le nez et petit à petit de pouvoir garder sa bouche fermée. Et si la bouche elle est fermée, il n'y a pas besoin de la remplir avec un pouce ou une tétine. Mais tout ça, c'est une question, je reviens sur ce que disait le docteur Soyer, c'est aussi une question de gestion. Enfin, maintenant, l'information, elle circule mieux et ça va nous permettre d'intervenir plus tôt. Moi, je suis une vieille orthophoniste. Au début de mes études, on me disait la rééducation, le trouble de la déglutition infantile, c'était à partir de 10 12 ans parce que avant, il y avait une mauvaise proprioception de la part des enfants. Maintenant, ben, on s'est bien rendu compte que plus on intervient tôt, plus ça va vite et plus c'est facile. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille tous, quoi. Est-ce que, docteur Soyer, vous voulez rajouter un Non, élément? non, non, j'abonde tout à fait. En fait, chaque cas va être particulier. Bon, on a des respirateurs buccaux avec une succion digitale et on a des respirateurs physiologiques avec des enfants qui sucent leur pouce aussi. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'il vaut mieux ne plus avoir de succion digitale ou linguale de succion pour pouvoir rééduquer. Il faut faire prendre conscience à l'enfant qu'un nez est fait pour respirer, que c'est beaucoup plus agréable. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Merci. Ensuite, on a une autre question remarque. Donc, c'est le respirateur buccal et où le patient à Saos vont aussi présenter des problèmes gingivaux, sécheresse buccale et parodonto, syndrome inflammatoire. Le parodontiste a donc aussi sa place dans l'abord pluridisciplinaire. Je ne sais Bien pas si sûr. l'un d'entre vous. Bien sûr, il y a un autre signe qui est très très caractéristique, c'est le bruxisme. Donc, un bruxisme nocturne est un des symptômes de l'apnée du sommeil. Donc, chez un patient bruxomane, il faut se poser parfois la question.
Donc, il n'y a pas que certains signes diurnes et nocturnes qui ont été évoqués dans la première présentation. Il y a aussi ce signe qui est caractéristique, hein. Donc, les chirurgiens dentistes dans leur ensemble, certains spécialisés dans un domaine plutôt qu'un autre, tout le monde participe bien sûr à cette prévention, à ce dépistage et à sa thérapeutique, c'est sûr. Je pense que vraiment, ce qu'il faut retenir de nos trois présentations, c'est la prévention et c'est la pluridisciplinarité. Tout seul, on peut rien faire. Dès on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut renvoyer l'enfant chez son médecin généraliste, voir directement un ORL. Un enfant hyperactif, moi j'en ai eu qui sont venus me voir, qui étaient hyperactifs, qui étaient sur Ritaline. Et un jour, j'ai dit à la maman, il me semble quand même il y a un problème de sommeil. Les parents sont allés voir d'un peu plus près ce qui s'y passait et la maman est venue me voir quelques temps plus tard en me disant, mais vous savez, maintenant, il ne prend plus de Ritaline. Donc, en fait, il avait été traité pour son hyperactivité et le fond du problème, c'était pas ça, c'était son sommeil. Donc, vous voyez, tout le monde doit pouvoir participer et avec un peu d'éducation, on repère très très vite ce type de problème. Merci pour cette petite conclusion. On va pouvoir s'arrêter là donc pour ce webinaire sur le dépistage de l'apnée du sommeil. Merci à tous et puis bonne journée. Merci beaucoup. Merci.